Bonjour à toutes et à tous. Donc je remercie Anne de m'avoir demandé de venir ce matin pour faire un témoignage sur la communication positive. Au vu de ce que vient de vous dire Cyril avant, c'est vrai que faire de la communication positive aujourd'hui, et plus particulièrement pour moi, qui ai pris en premier le gel et ensuite la grêle, j'avoue que c'est pas la chose la plus facile, mais je pense qu'il faut rester positif et se dire que derrière ces événements-là, il y a un futur qui, on l'espère, sera meilleur. Voilà, donc moi je vais apporter un petit témoignage dans le début du sujet et puis à la fin sur l'approche de la communication positive, et puis à la fin plutôt sur comment je le ressens et ce que j'ai mis en place sur mon exploitation. Alors en préambule, ce que je voulais vous dire, c'est que dans notre métier de vigneron, la communication pour moi elle est très importante, car au-delà de notre travail dans les vignes et de la cave, nous sommes aussi et avant tout des commerçants. Et un commerçant, bien entendu, doit toujours avoir une communication positive. D'autant plus que nous avons quand même plusieurs profils d'interlocuteurs dans notre métier, qui sont bien, en premier lieu les clients. Ce sont eux qui nous font vivre, donc là il faut vraiment avoir une bonne communication avec eux. Les fournisseurs, et il y en a de nombreux dans la salle, avec nos salariés, très important aussi d'avoir une communication positive avec nos salariés, et puis aussi les administrations, si on veut qu'elles soient bienveillantes avec nous. Et je dirais que chacun, à mon sens, mérite une communication adaptée. Par exemple, comment faire passer une augmentation auprès d'un client. Ça, c'est pas l'exercice le plus facile, mais c'est faisable. Négocier avec un fournisseur, avoir un management bienveillant avec les salariés, et puis obtenir un renseignement ou de l'aide d'une administration pour monter un dossier. Donc vous voyez qu'en fonction de l'interlocuteur, on est toujours dans la communication. Et je me suis aperçu qu'en adoptant une communication positive, on recueille plus facilement l'empathie du récepteur, et donc de façon indirecte son accord ou son approbation. Donc c'est un sujet indispensable. Alors je vais prendre un exemple, parce que ça revient souvent lorsque je reçois des clients qui me demandent si je fais de la viticulture en bio. Pour l'instant, je ne le fais pas, mais dans mes propos, je commence toujours par valoriser cette pratique en leur disant que je n'y suis pas opposé du tout et que j'y réfléchis pour l'avenir, mais tout en leur expliquant qu'aujourd'hui, je suis en mode conventionnel, qui respecte aussi un cahier des charges, et que s'ils sont chez moi aujourd'hui, c'est que les produits que je fais, même en n'étant pas bio, sont de bonne qualité. Donc voilà, il faut toujours rebondir par rapport aux questions et valoriser dans le sens, et surtout ne pas employer de mots négatifs. Alors pour communiquer positivement, je pense aussi qu'il faut déjà avoir une nature optimiste. Je vois mal quelqu'un de pessimiste dire tout va bien et être positif. Alors moi je suis plutôt de nature optimiste, ce qui est mon cas d'une façon générale, même si quand on se prend des coups, il faut savoir rebondir. Et puis, très important aussi, j'évite d'avoir des a priori ou des certitudes sur mon interlocuteur. Parce que si vous commencez à avoir ce genre de comportement, vous aurez du mal à communiquer positivement. Alors, comme l'a évoqué Cyril avant, concrètement, après le gel, j'avais préparé mon argumentaire pour mes clients. Et ça se passait assez bien, et je dissipais l'inquiétude éventuelle des clients quant au manque de récolte 2021. Mais là, j'avoue qu'après le coup de grêle de juin, qui est venu ramasser 90% de ce qui restait, je me sens un petit peu moins armé. Mais pour l'instant, je ne montre pas mes éventuelles inquiétudes, même si elles peuvent être bien présentes. Et donc, du coup, là, je suis plutôt dans un autre mode d'argumentation pour rester positif. Voilà, alors d'une façon générale, j'essaie de communiquer positivement sur notre métier de vigneron, car je me rends compte, comme vous certainement, que nous sommes de plus en plus ciblés par des faiseurs de peur ou des désinformateurs. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait appeler d'une façon plus générale, ce qu'on voit dans les journaux, l'agribashing. Et je pense que ça, on doit tous y réfléchir collectivement. Et je suis convaincu que nous devons être prêts quand nous sommes confrontés à ce genre d'agression verbale. Donc soyons positifs dans la communication sur notre profession avec des vraies valeurs.
Une bonne communication, et ça se fait toujours avec de la vérité, de l'honnêteté et de la simplicité. Si on respecte ça, tout se passe bien. Et je pense que, pour conclure sur cette introduction, je pense que le monde agricole, en général, doit reprendre le contact en direct avec la société. Et on ne doit pas laisser la communication aux autres. Parce que pour l'instant, c'est un peu ça qui se passe. C'est pour ça qu'on a du mal à réagir. Je pense que si depuis quelques années, on avait pris en charge notre communication sur notre façon de faire, nos modes conventionnels, on n'en serait peut-être pas arrivé là aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire en préambule, et je vais maintenant laisser la parole à Cécile. Oui, donc merci Jean-Christophe. On refera un petit point à la fin. On va te demander juste de te décaler un tout petit peu parce que ta tête est dans l'écran. Donc je vais vous présenter donc Cécile Grosœuvre, voilà, qui est conseillère en communication à la Chambre d'agriculture depuis quelques années maintenant déjà, 3 ans, donc ça passe vite. Voilà, qui va donc vous éclairer sur cette fameuse communication positive, parce qu'en parler c'est bien, l'appliquer c'est plus difficile, mais avec les grandes étapes qu'elle va vous présenter, ça permet d'avoir quelques repères qui pourront vous aider dans cette démarche et dans cette réflexion à faire en amont, bien sûr. Eh bien, merci à Jean-Christophe et à Anne pour cette introduction. Du coup, moi, je vais vous présenter de manière un peu schématique la communication positive. Alors, Jean-Christophe a déjà dit beaucoup de choses que vous allez retrouver dans la présentation qui suit. Le principal a été dit. Là, je vais juste vous donner un peu plus d'exemples et vous expliquer pourquoi c'est important de rester positif dans votre communication et selon les différents publics. Alors déjà, c'est important de savoir qu'on a tous notre responsabilité dans le circuit de communication. Communiquer, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, ça va être différent selon l'objectif de votre discussion. Ça va être écouter, ça peut être répondre, ça peut être convaincre, ou même co-construire ensemble un discours. Ça change vraiment selon l'interlocuteur et l'objectif que vous avez dans la discussion. L'avantage de se baser sur une com dite positive, c'est qu'on obtiendra de meilleurs échanges pour aborder de façon bienveillante et aussi de façon factuelle les choses, et voire même les divergences et les conflits. Donc on verra ça un petit peu après quand vous serez face à des personnes qui vous contredisent, qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est que vraiment les émotions, déjà, c'est le premier mode de communication. C'est-à-dire que l'état d'esprit que vous avez au moment où vous allez communiquer est très important. C'est nos émotions qui conditionnent nos comportements. Donc c'est important que vous, en tant que viticulteur, vigneron, vous preniez conscience de vos émotions au moment où vous échangez avec quelqu'un, mais vous devez également prendre en compte les émotions de la personne en face de vous. Les comprendre et vos émotions à vous, essayer de les maîtriser, ça va permettre une meilleure interaction constructive. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, selon que vous allez être triste ou que vous allez être énervé, vous n'allez pas du tout avoir la même façon de communiquer que si vous êtes plutôt de bonne humeur ou si vous êtes surpris. Voilà, c'est vraiment les émotions qui vont conditionner comment vous allez communiquer par la suite. Donc la première chose à faire, c'est donc de prendre conscience de son prisme de perception, donc c'est-à-dire la manière dont moi je fonctionne quand je reçois des informations. Donc c'est-à-dire en quoi mon passé, mes expériences, ma situation présente conditionnent ma perception des choses. Donc je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous avez déjà été confronté à quelqu'un qui vous a attaqué sur un sujet particulier. On va prendre le plus connu, c'est l'utilisation des phytos. Voilà, quelqu'un avec qui vous avez eu un échange houleux sur cette thématique. Eh bien, Jean-Christophe l'a dit, il ne faut pas partir, si vous avez un nouvel échange sur cette thématique, en se disant cette personne est forcément contre, elle va m'attaquer, elle ne va pas être d'accord avec moi. Non, c'est une personne différente, c'est une nouvelle discussion et il faut rester ouvert à l'échange avec cette personne. Peut-être que c'est juste de l'intérêt, elle voit ça dans les journaux, elle veut comprendre un peu mieux avec des personnes de terrain quelle est l'utilisation, quelles sont les réglementations, etc. Et pourtant, nous, en tant qu'êtres humains, si on a déjà eu une mauvaise expérience sur cette thématique-là, eh bien, on va établir un parallèle et on va aborder en fait cette discussion sur la défensive, chose qu'il ne faut pas faire dans le cadre de la communication positive. Donc c'est vraiment quelque chose à éviter. Faut savoir qu'on a tous notre propre prisme de perception, donc il faut s'assurer que l'interlocuteur comprend notre cadre de référence et que nous, on comprend le sien. Donc pour ça, le plus intéressant, c'est de mettre en pratique l'écoute active. Donc l'écoute active, c'est prendre le temps d'écouter réellement le point de vue de l'autre
de comprendre ce qu'il questionne, ce qu'il anime, pour pouvoir lui apporter une réponse qui répond à ses questions par la suite. Donc on n'hésite pas à questionner la personne avec qui on parle pour bien comprendre son point de vue, et surtout on ne le juge pas. C'est une phase qui va vous permettre notamment d'éviter tout ce qui est malentendu ou non dit. Donc ce n'était pas une phase à sauter. Donc comment on fait ? Eh ben, on suscite la discussion. Donc on opte pour des questions qu'on appelle ouvertes, c'est-à-dire qu'on attend une réponse développée et pas un simple oui ou non. Donc pourquoi ? Parce que c'est des questions qui vont, comme je l'ai dit, ouvrir la discussion et vous permettre un échange du coup plus simple derrière. Un exemple, voilà, on ne va pas demander à quelqu'un « Est-ce que vous appréciez nos vins ?» Ça va être « Oui, non ». La personne, elle peut s'arrêter à ça comme réponse. Non, nous, on veut une réponse un peu plus développée. Donc on peut très bien dire « Qu'est-ce qui vous a plu dans notre vin ?» Déjà, c'est déjà plus positif. Globalement, c'est très rare que la personne va vous dire « J'ai pas du tout aimé ». Non, il va y avoir un argument derrière, vous allez pouvoir échanger et ça va permettre une discussion plus poussée. Donc, par exemple, un autre sujet un peu plus sensible peut-être avec vos voisins. Est-ce que les tours antigel, ça vous dérange ? Bon, là, vous allez sûr vous prendre un oui. Voilà. Non, c'est plutôt essayer de mettre les choses en place pour trouver peut-être une solution ensemble. Comment est-ce qu'on pourrait s'arranger pour que la mise en fonctionnement vous cause une gêne moins forte ? Déjà, on commence à apporter une solution en plus, ça va être perçu positivement. Ça, c'est des petites astuces de communication à mettre en place au quotidien. Donc, les questions ouvertes, c'est celles qui commencent par quoi, qui, quand, comment, où, pourquoi. Là, vous allez avoir une réponse détaillée avec ces questions-là. Donc, également, comme Jean-Christophe l'a déjà dit, Ah oui, vous avez dit beaucoup de choses. Eh ben, on va croire que vous avez déjà vu ma présentation avant. Prendre la parole, en fait, ça ne s'improvise pas. C'est important de réfléchir à ce qu'on souhaite dire, au message que l'on veut transmettre, pour être prêt le moment venu. Donc, c'est-à-dire, vous allez pouvoir construire un peu, soit vous prenez des notes, soit vous essayez d'y penser un petit peu avant, tout ce qu'on veut dire, tout en sachant en plus que seule une toute petite partie est retenue et répercutée par la personne avec laquelle vous allez échanger. Donc si on reste positif, en étant construit, avec des arguments, une attitude positive, on verra ça après, l'attitude est très importante, vous êtes sûr que le message est passé. Là, je vous ai mis un petit schéma pour vous expliquer. Voilà. En gros, 90%, c'est ce que vous voulez dire. 70%, c'est ce que vous dites réellement. 50%, c'est ce que la personne qui est en face de vous entend. 40%, c'est ce qu'elle comprend. Ce qu'elle écoute, c'est que 30%. 20%, c'est ce qui est retenu. Et 10%, ce qui est répercuté. Donc, en gros, sur tout ce que vous dites, il y a seule une toute petite partie qui est stockée dans la mémoire de la personne en face de vous. Et globalement, on va plutôt retenir le négatif. Donc, si vous restez positif, vous êtes sûr que le bon message va passer. Donc là, je vous ai donné quelques petits conseils après pour communiquer avec n'importe qui. On évite de dire on dit plutôt je ou nous, car c'est perçu positivement. On n'hésite pas à révéler tout ce qui est sentiment, avis, action. Par exemple, on évite de dire on est toujours critiqué. Non, plutôt j'aimerais, donc vraiment le je, échanger avec des personnes qui ont des a priori négatifs sur mon métier. C'est tout de suite beaucoup plus positif et moins agressif, et la personne en face de vous va mieux le percevoir. Pareil, on n'a pas peur des silences. Alors je sais que c'est pas facile, surtout quand on est un petit peu timide ou qu'on est un peu sur la défensive. Vraiment, le silence, c'est l'allié de l'écoute active. Et même pour vous, ça va vous permettre de pouvoir un peu regrouper vos idées pour apporter une réponse intéressante et vraiment adaptée à la question de votre interlocuteur. C'est de plus, voilà, c'est un moment qui vous laisse de la place à vous, mais également à l'autre pour s'exprimer. Donc on n'hésite pas, ce sont vraiment des alliés de l'écoute active, les silences. Alors là, on va passer sur tout ce qui est attitude et communication non verbale. On pense souvent à tort que c'est nos paroles qui ont le plus d'influence dans la communication, mais en fait, pas du tout. Donc vous voyez, là, en fait, ça ne représente que 7% des éléments de mémorisation du message. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. À côté de ça, on a tout ce qui est la voix, le ton de la voix, le rythme, qui est très important. Quelle est mon intensité ? Quel est mon débit ? Est-ce que je parle lentement ou au contraire rapidement ? Est-ce que je parle plus fort ou plus faiblement que mon interlocuteur ?
L'idéal, bien sûr, c'est d'arriver à peu près à l'équilibre entre une voix forte et une voix trop faible. Et on essaye de poser sa voix. On parle de manière affirmée, expressive, mais sans précipitation ni agressivité. Donc, si vous avez une voix posée, c'est gage d'écoute pour la personne qui est en face de vous. Et après, on va passer à la communication gestuelle par le corps. Donc ça, vous voyez, 55%, c'est ce qui compte le plus. Une grande partie des messages passe de manière non verbale. Donc c'est votre posture qui va influencer votre interlocuteur. Il va y être sensible sans même s'en rendre compte. Donc quand on parle de com gestuelle, ça va être votre regard. Ça va être toutes les mimiques que vous allez pouvoir faire avec votre visage, vos gestes. Il arrive que le corps, en fait, dise l'inverse de vos mots. Par exemple, si là je vous parle, vous pouvez dire oui, oui, et en même temps, vous avez votre tête qui fait ça. Donc globalement, vous me dites oui, oui, mais vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je dis. Et ça arrive très régulièrement. Pareil, les bras croisés, ce genre de choses, ça peut être perçu de manière négative et défensive. Donc quelques conseils qui fonctionnent à tous les coups. On se tient bien droit, on regarde notre interlocuteur dans les yeux, on sourit, on n'hésite pas à faire des gestes. Bon, on évite d'en faire trop non plus, sauf si vous avez des origines italiennes, bien entendu. Mais voilà, on est vif, mais pas nerveux. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit exemple qui s'est vraiment passé au niveau historique. Donc là, c'est le débat pour l'élection présidentielle américaine de 1960. Alors, ça remonte, mais c'est un très bon exemple. Avant, les débats pour les présidentielles étaient uniquement retransmis à la radio. Celle-là, ça a été la première à être retransmise en direct à la télévision. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, donc c'était Nixon contre Kennedy. Eh bien, les personnes qui ont écouté la radio ont été convaincues par Nixon, et les personnes qui regardaient la télé ont été convaincues par Kennedy. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a l'un des candidats qui a totalement négligé de travailler sa gestuelle, sa posture, le visuel, contrairement à l'autre qui avait une très bonne équipe de communication. Donc ça passait aussi bien par la manière dont il était habillé, dont il se tenait, dont il souriait, dont il arrivait à rythmer davantage avec son corps son discours. Et du coup, pour le résultat qu'on connaît tous, eh ben, c'est le côté gestuel qui a gagné plus que le côté écoute. Alors, d'autres petits conseils que je vous donne, là ça va être sans doute un peu plus avec tout ce qui est voisin, riverain, etc. Pour des relations apaisées, il faut savoir cultiver ce qu'on appelle la convivialité. Donc il faut savoir parler de la pluie, du beau temps lorsque vous les croisez, pas éviter en fait la discussion. C'est les conversations banales qui sont importantes avec ce genre de public. C'est le ciment de l'échange. Donc si vous prenez le temps, alors je ne dis pas de passer une demi-heure par jour à discuter avec votre voisin, mais si vous le croisez pendant 2-3 minutes, bonjour, vous allez bien, et qu'il vous pose des questions, voilà, on parle de la pluie, du beau temps, de ce genre de choses. Ça, je vais parler un peu plus fort. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre disponible pour parler avec vos voisins. Apprenez à converser avec n'importe quel interlocuteur sur n'importe quel sujet, entre guillemets, sans autre but que le contact. Tout simplement l'échange. Et ensuite, du coup, voilà, un petit conseil très basique. Voilà, on essaye de privilégier tout ce qui est message positif. On est nombreux, je pense, dans cette salle à avoir tendance à se dévaloriser, à évacuer les compliments, un peu par gêne ou parce qu'on veut toujours dire oui, mais... Donc non, il faut savoir accepter les compliments quand on vous le dit. Si on vous dit « j'ai adoré votre vin », on évite de répondre « oh là là, pourtant on a une année tellement difficile, on a vraiment de la chance que... » Voilà, non. On répond simplement « merci, ça nous fait vraiment plaisir d'entendre ce retour ». Et n'hésitez pas à découvrir le reste de notre gamme. On a d'autres vins à vous faire découvrir si vous le souhaitez. Là, votre interlocuteur sera beaucoup plus emballé par votre discours. De manière générale, on évite naturellement les gens qui sont négatifs. On est plutôt attiré par les gens positifs, optimistes, pour échanger avec eux. Et du coup, voilà, on essaye de valoriser le positif à travers le vocabulaire. On évite la négation, les ne pas, les jamais, et on utilise des mots simples. Je sais que ce n'est pas forcément facile pour vous en tant qu'agriculteur, mais on évite tout ce qui est jargon technique, les sigles, parce qu'en tant que grand public, globalement, on n'y comprend rien. Voilà. Donc essayez de rester simple si vous discutez avec des personnes qui ne sont pas du milieu.
Et là, du coup, je reboucle avec ce qu'a dit Jean-Christophe. On se montre comme on est. Vous êtes les mieux placés pour expliquer votre métier et en parler au plus grand nombre. Vous êtes légitime et peu importe ce qu'en disent vos contradicteurs, la place, elle vous appartient pour communiquer sur votre métier. Alors, on évite de la laisser aux autres. Un autre conseil, je sais que ça c'est pas facile, mais faites attention à bien parler de la même chose avec la personne qui est en face de vous. Si quelqu'un vous dit les produits phyto c'est dangereux, et que vous répondez oui mais sans ça on ne produit pas assez. Non, là vous ne parlez pas de la même chose. La première personne elle vous parle environnement, vous parlez un peu plus économie, etc. Donc vous n'avez pas la réponse adaptée à la question qu'elle vous pose. Donc forcément elle va être en rejet de cette réponse, en me disant oui non mais je ne vous parle pas de ça, je vous parle que c'est dangereux pour l'environnement. Donc c'est un autre argumentaire à développer dans ce cadre-là. Et essayer de comprendre la colère, l'inquiétude des riverains ou même d'un autre public avec tout ce qu'on peut entendre dans la presse. S'ils ne connaissent pas d'agriculteurs, forcément, j'ai envie de dire, c'est presque légitime de se poser des questions. S'ils viennent à vous pour en parler, c'est le moment pour rétablir les vérités. On parle de son vécu. Donc on parle de choses que l'on maîtrise. Si vous ne savez pas, on n'a pas honte de le dire. Pour une bonne communication, il faut parler vrai, réel, concret. Donc si on vous parle par exemple de bio, que vous n'êtes pas en bio, que vous ne connaissez pas vraiment, pas tout, on n'hésite pas à dire écoutez, moi je suis en conventionnel, donc comme Jean-Christophe le disait, on a un cahier des charges à respecter. Si vous voulez des infos sur le bio, j'ai mon voisin qui l'est, ou il y a un viticulteur à 10 km qui pourra peut-être vous apporter plus de réponses. Voilà. On ne parle pas de choses qu'on ne maîtrise pas. Un petit conseil aussi, on peut utiliser des comparaisons avec ce que le public connaît. Alors le plus connu, ça va être le parallèle phyto et médicaments. Voilà. Donc quand nous, êtres humains, on est malade, on prend des médicaments. Et bien quand la plante elle est malade, pareil, on a besoin de donner des médicaments. Et comme nous, les antibiotiques, c'est pas automatique, et ben c'est pareil pour les phytos. Vous en mettez juste ce qu'il faut pour soigner la plante. Et ensuite, donc là, j'insiste là-dessus, j'en ai déjà parlé un peu avant, on vulgarise les propos, parce que le grand public n'est pas du milieu, il ne connaît pas l'agriculture, et si on utilise des termes trop techniques, on s'expose, dans le meilleur des cas, à une incompréhension, dans le pire des cas, de la méfiance, voire même de la vexation. Alors là, je vous ai mis quelques petits exemples qui ont été faits. Alors, je sais que vous ne pouvez pas les refaire chez vous, mais c'est toujours intéressant de les relayer sur vos réseaux ou d'une telle manière que vous pouvez, parce que c'est positif pour l'agriculture. Guillaume, est-ce que tu peux lancer s'il te plaît ? Non, reste en diaporama, et tu recliques quand tu es en diaporama. C'est affichage, voilà, et tu cliques là. Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs. À la fraîche au petit matin, le coq nous clame ses chansons. L'année prochaine, et c'est certain, il remportera l'Eurovision. Au petit soin pour nos bovines, les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes, la nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie.
trier les lentilles, à côté, puis envolé avec le coup déjà levé. Y aura-t-il notre vedette? On t'attend, devine, à la lunette. On se couche à la froideur, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de cœur, car nous sommes agriculteurs, agriculteurs. Donc voilà, là c'est un groupe de musique en fait qui fait des chansons sur l'agriculture. Bon, celle-là était un peu plus élevage, polyculture, élevage, ce genre de choses. Il y en a d'autres sur la viticulture. Ça peut être bien en fait de les relayer. Donc je dis pas d'en refaire une en Loir-et-Cher, mais de les relayer si vous avez des réseaux sociaux, etc. C'est très positif, c'est perçu d'une très bonne manière par le grand public. Et voilà. Et du coup j'avais un deuxième, c'était donc je veux montrer qu'on peut être agriculteur et heureux. Donc on va juste écouter le début parce que c'est assez long. Je m'appelle Guillaume Jarras, j'ai 25 ans. Je me suis installé au 1er janvier 2014 sur une production de Vaudelet-sous-la-Mer. J'ai 65 vaches et 92 hectares pour le moment. Tout le monde dit que c'est difficile, que c'est pas un métier d'avenir, tout ça. Et en fait... évidemment, c'est difficile, il y a des contraintes comme dans tout métier, et voilà, on voulait faire ressortir un peu ce qui c'est réellement et comment on peut améliorer les conditions, quoi. La Chambre d'agriculture a organisé un forum ouvert pour essayer de faire remonter les différentes envies des agriculteurs. Et de ce forum, il est ressorti des groupes de travail, dont un groupe de communication par exemple. Et ce groupe-là a choisi d'essayer de communiquer sur des parties positives de l'agriculture. Et pour ça, ils ont fait des vidéos, enfin ils ont fait 6 vidéos avec 6 agriculteurs différents, dans des productions différentes sur la Corrèze. Et nous, on a participé du coup sur une de ces vidéos. Ils ont montré comment on travaillait, les loisirs qu'on pouvait avoir à côté. En l'occurrence, pour vous, c'est le rugby. Vous avez voulu montrer qu'on pouvait être agriculteur et vivre sa passion à côté. Dans un tout premier temps, comme j'ai changé pas mal de choses sur l'exploitation, j'ai pas attaqué tout de suite le rugby. En plus, je m'étais blessé à un genou, je m'étais fait opérer. Du coup, le temps de bien mettre en route l'exploitation, parce que mon père est parti à la retraite et en fait, j'ai tout changé sur l'exploitation. Du coup, j'ai choisi de ne pas reprendre tout de suite. Mais bon, j'avais toujours dans le coin de ma tête de m'organiser pour pouvoir le faire plus tard. Et du coup, moi, il faut que je fasse les télévos matin et soir. Et donc, le jour de l'entraînement, je décale un petit peu, j'avance un peu l'heure de la tétée, comme ça après je peux partir à l'entraînement. Et le dimanche je fais tétée qu'une fois, c'est quelque chose qui se fait même quand on joue pas au rugby, et ça me permet d'aller jouer, et puis voilà, ça peut me permettre de concilier les deux. Donc, si vous voulez voir après, l'écouter en entier, je pense que le support pourra vous être envoyé ou les liens, donc vous n'hésitez pas à nous les réclamer. Voilà, donc on va pouvoir passer à la suite. Donc là, voilà, c'est des petits exemples en fait de communication positive. Ça peut être donc aussi bien sur vos différents supports de com, ou aussi si vous êtes interrogé par des médias. Voilà, essayez de valoriser votre métier. Et on est quand même aujourd'hui face à une problématique de renouvellement des générations. Donc valoriser le métier comme là la personne l'a fait avant, ça peut être très bien pour attirer des jeunes vers ces métiers agricoles qui manquent cruellement à notre pays. Donc là, on était vraiment sur les bases de la com positive, mais on va faire un petit focus quand vous êtes face à un contradicteur. Donc un contradicteur, c'est une personne qui n'est pas d'accord avec vous. Donc elle peut très bien être, j'ai envie de dire, à l'écoute avec un échange possible, ou alors vraiment agressive entre guillemets. Donc comment réagir quand on est face à ce genre de personnes ? Eh bien déjà, l'art du débat, c'est connaître et écouter ses contradicteurs.
Donc, qui est-il? Quelles sont ses qualités, ses faiblesses? Qu'est-ce qu'il attend de cette discussion? Comment communique-t-il? Comment débat-il? Voilà, on ne s'adressera pas de la même manière si mon contradicteur, c'est mon voisin, ou si c'est un journaliste, ou même si c'est un enfant. Hein. Les enfants, des fois aussi, ils entendent des choses. Donc je pense beaucoup, là, c'est vrai, aux éleveurs. Oui, vous faites du mal aux animaux, ce genre de choses. On ne va pas lui répondre de la même manière que si c'est un adulte qui nous parle, bien entendu. Donc on s'adapte à la personne qu'on a en face de nous. Et donc voilà, le débat, il ne doit pas se craindre. Faut juste s'y préparer, comme on disait, préparer ses argumentaires. Le débat, finalement, c'est une situation qui est quand même assez saine parce qu'on ne peut pas tous être du même avis. Clairement, c'est impossible. Donc il faut savoir l'intégrer dans son circuit de communication et se dire qu'un jour, vous pouvez y être confronté. Alors, comment argumenter face à un contradicteur? Alors, dans un premier temps, il faut accepter le fait que cette personne n'est pas d'accord avec moi et être prêt au débat. Donc, je reviens sur la première slide où on parlait des émotions. Imaginons que ce jour-là, vous ayez appris une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Globalement, là, je vous conseille plutôt de mettre fin à la discussion poliment parce que vous ne serez pas dans un bon état d'esprit pour débattre. On essaye de ne pas se mettre en difficulté non plus. Même vous, niveau personnel, essayez de vous protéger si ce jour-là, clairement, vous voyez que vous n'êtes pas prêt au débat. Si vous êtes prêt, du coup, il faut l'accepter et mettre en pratique ce que vous avez pu préparer au niveau argumentaire avant. On évite tout ce qui est discussion dos à dos. Donc on évite le non, vous avez tort, pas du tout, c'est faux. Ça, c'est des choses qui déboucheront à coup sûr vers un débat qui montera un petit peu au niveau du ton de la voix. Donc ce ne sera pas du tout constructif. On essaye de se faire préciser la nature de l'objection, donc avec les questions ouvertes, l'écoute active. Pourquoi? C'est-à-dire, déjà en posant ces questions, vous, ça vous donnera du temps pour préparer un peu mieux votre argumentaire. Et vous allez voir aussi que des fois, ça essouffle un petit peu l'énervement de la personne en face de vous. Si vous lui laissez un peu de place, au bout d'un moment, il n'aura forcément plus rien à dire, le ton redescendra et on pourra sans doute plus avoir une discussion un peu plus posée et constructive à ce moment-là. Alors c'est très simple à dire comme ça, à mettre en pratique, c'est autre chose, j'en suis bien consciente, mais si vous pouvez essayer d'appliquer ces petits conseils-là. Et ensuite, pareil, certaines fois, il y a des objections qui ne méritent aucune réponse. C'est de la mauvaise foi. Donc, vous pouvez y être confronté. Dans ce cas-là, c'est comme quand vos émotions vous disent que vous n'êtes pas prêt au débat, on met fin poliment à la discussion. Donc, conclure une conversation, ça peut être compliqué finalement, qu'elle ait été positive ou négative. C'est tout un art. C'est pas un manque de respect, il faut juste y mettre les formes. On peut employer des formules de type « Écoutez, j'ai beaucoup apprécié notre échange. N'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres questions. Maintenant, je dois reprendre mon travail, j'ai des activités à mener, je vous souhaite une bonne journée. » Ou encore « Malgré nos désaccords, cette conversation a été constructive, j'espère que pour vous aussi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir. » Voilà, on ne ferme pas la porte vraiment à la discussion et on essaye de la conclure avec élégance, entre guillemets. Alors là, du coup, je vais vous montrer deux petites vidéos. Alors, elles sont assez clichés, mais ça peut vous montrer un petit peu la manière dont on a tendance, nous, à réagir quand on est un petit peu attaqué sur une thématique. Et ensuite, vous allez voir le parallèle avec la manière dont il faudrait répondre. Alors, c'est vraiment tiré à l'extrême dans l'un comme dans l'autre. C'est juste pour vous montrer un peu une comparaison. Et donc là, la première, c'est « Il y en a marre de boire et de manger des produits chimiques ». Les cons du coin qui jettent leurs déchets partout et qui polluent. Hein. Pardon? Vous ne pourrez pas éviter de retrouver vos produits chimiques dans ce qu'on mange. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, on ne pourrait pas éviter de trouver vos produits là dans ce qu'on mange, dans notre nourriture, dans l'eau qu'on boit du robinet. Vous les agriculteurs là, vous polluez tout, l'environnement, notre nature.
nature. Il y en a marre. Vous balancez là vos pesticides partout. Vous tuez les coquelicots avec vos désherbants. Vous tuez les papillons, les abeilles avec vos insecticides dégueulasses. Des urbains comme moi, peut-être que vous en avez rien à faire de nous. Mais qu'est-ce que vous dites alors des papillons, des abeilles? Vous vous en fichez? Genre, plus de papillons, plus d'abeilles, plus d'oiseaux? Pourquoi est-ce que vous traitez? Pourquoi vous n'êtes pas bio? Bio? Mais c'est du marketing, madame. Vous êtes vraiment mal placé pour nous faire la leçon. Vous polluez encore plus que nous. Regardez ce que rejettent vos moteurs de voiture. Vos produits ménagers, les pesticides sur les colliers de vos chats, qu'on retrouve partout dans la nature. Et sans parler de vos vêtements. Vous respectez rien, vous. Vous balancez votre poison de glyphosate là, à côté de là où on habite, de là où jouent nos enfants dans les écoles, et tant pis pour notre santé, Mais quoi. vous savez que si on utilise ces produits, c'est pour avoir de gros rendements, pour compenser des prix qui sont trop faibles, sinon on s'en sort pas. Parce que les consommateurs comme vous, ils veulent plus payer le juste prix. On veut plus payer. C'est les consommateurs comme vous, madame. Ne levez pas les yeux. C'est les consommateurs comme vous, par vos choix au quotidien, par vos achats, qui nous obligent à cette pratique culturelle. Alors la prochaine fois, au lieu de venir nettoyer ici, balayez devant votre porte. Non, ça continue derrière. Vous ne pouvez pas éviter de retrouver vos produits chimiques dans ce qu'on mange. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, on ne pourrait pas éviter de trouver vos produits là dans ce qu'on mange, dans notre nourriture, dans l'eau qu'on boit du robinet. Vous, les agriculteurs, là, vous polluez tout, l'environnement, notre nature. Il y en a marre. Vous balancez là vos pesticides partout. Vous tuez les coquelicots avec vos désherbants. Vous tuez les papillons, les abeilles avec vos insecticides dégueulasses. J'ai des urbains comme moi, peut-être que vous en avez rien à faire de nous. Mais qu'est-ce que vous dites alors des papillons, des abeilles? Vous vous en fichez? Genre, plus de papillons, plus d'abeilles, plus d'oiseaux? Pourquoi est-ce que vous traitez? Pourquoi vous n'êtes pas bio? Personnellement, j'ai pas attendu qu'on me le reproche pour évoluer. Ça fait 10 ans que j'y travaille. Et chaque année, j'avance avec de nouvelles idées, de nouveaux projets. Les traitements ont un coût qu'on essaie de réduire au maximum. On tond au lieu d'utiliser des herbicides, et puis on utilise des produits qui sont le moins toxiques pour les insectes. Balancez là votre poison de glyphosate, hein, à côté de nos maisons, à côté des écoles où nos enfants jouent, et tant pis pour notre santé en fait. Comprenez que les choses évoluent très vite. Plein de produits ne sont plus autorisés et on utilise seulement les moins toxiques, même s'ils ne marchent pas très bien d'ailleurs. Et puis il y a ce qu'on appelle le biocontrôle, comme les phéromones, les chauves-souris. On plante des haies pour accueillir des oiseaux et des insectes qui vont boulotter les papillons nuisibles, par exemple. Et après, je suis d'accord avec vous, il y a plein de problèmes qui n'ont pas encore trouvé de solution, mais il faut juste nous laisser le temps de les mettre en place. On y travaille, ça nécessite des recherches, ça nécessite des essais sur nos cultures. Ça ne marche pas à tous les coups, mais on essaie. Et moi, je suis très positif, parce que justement, le virage est pris et on va dans la bonne direction. Donc voilà, là c'était un petit exemple sur la communication positive. Donc comment répondre à une personne, vous avez vu en plus assez agressive en face de nous. Donc il y a la première réponse, globalement c'est la manière dont tout le monde voudrait réagir. Au bout d'un moment on en a assez d'être attaqué, on a envie d'être en colère. Mais c'est sans doute celle qui apporte le moins de résultats. Derrière, la personne avait un discours un peu plus construit, un peu plus posé, qui globalement a peut-être sans doute même eu un meilleur impact sur la personne en face de lui. Du coup, je vous avais mis un deuxième exemple, mais on va avancer parce que du coup, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Je vous propose juste un petit échange sur ce qu'on a vu. Du coup, là, je vous ai mis deux phrases qui parlent de la même thématique. Selon vous, laquelle est en communication positive et laquelle est en communication plus négative? Donc, on n'a pas à avoir honte de nos vins ou nous pouvons être fiers de nos vins. Jean-Christophe. Non, mais demandez à la salle. Je pense qu'on doit dire que nous pouvons être fiers de nos vins. Ça, c'est la communication plus positive. Parce que... Tout à fait. Il vaut mieux partir sur une phrase comme ça. Donc la première, il y a de la négation, n'a pas. Le mot honte, qui n'est pas très positif, alors qu'on peut être fier de nos vins. Voilà, ça c'est positif. Ensuite, deuxième exemple, malgré une année difficile, j'espère que nous allons rebondir l'an prochain, ou l'année a été tellement catastrophique que ce que je fais actuellement est inutile. Bon, là je pense que c'est assez clair. Anne, à ton avis? Moi, j'ai pas écouté.
bah, la première. Oui, tout à fait. On va plutôt dire la première. Et ensuite, donc la dernière, il serait judicieux de développer la communication autour des vins de Loire ou c'est injuste que les vins de Loire soient aussi peu connus. Selon vous, Guillaume ? La première. La première, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est des thématiques qui sont abordées. Donc c'est la même thématique dans chacune des deux phrases, mais il y en a une qui est plus positive que l'autre et qui sera du coup mieux perçue par les personnes que vous avez en face de vous. Du coup, Anne, tu veux que je stue un peu ? Sinon, je termine sur ma formation. D'accord. Du coup, alors, je voulais qu'on échange sur des idées d'action à mettre en place, mais on est un petit peu en retard. Donc, dans le livret, de toute façon, je vous ai mis quelques idées de choses que vous pouvez faire sur votre exploitation. Donc, n'hésitez pas à le lire. Et si vous avez des questions, à revenir vers moi par la suite. Oui, et puis juste pour compléter ce que Cécile dit là, n'hésitez pas à nous faire part justement de vos envies de travail sur ces sujets-là. Hein. Donc, on vous a laissé un petit questionnaire. Il y a des thématiques à aborder, des choses comme ça. C'est pas forcément au colloque, ça peut être aussi dans des groupes de travail, voilà, par secteur, par profil, voilà. Tout à fait, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Donc du coup, je conclus juste en disant que voilà, si ça vous a intéressé, si vous avez envie de progresser dans votre manière de communiquer positivement, on a une formation à la Chambre d'agriculture qui va avoir lieu en novembre. Donc c'est sur une journée. Et c'est sûr, du coup, être acteur du dialogue sociétal et du coup connaître les règles d'une communication positive, être à l'aise sur la préparation d'une prise de parole et s'entraîner à argumenter. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça se passe en novembre à Blois sur une journée avec une formatrice spécialisée en communication agricole. Elle a travaillé dans l'agriculture auparavant, donc elle sait de quoi elle parle. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi directement. Il y a mes coordonnées dans le livret. Juste attention, il y a une petite faute à mon adresse mail. C'est pas Grossèvre avec un O au milieu, et il y a un S à la fin. Mais au pire, on vous renverra l'information. Donc merci beaucoup pour votre attention. Je repasse le micro à Jean-Christophe pour qu'il puisse conclure cette intervention. Merci. Alors, j'allais dire de la théorie à la pratique. En fait, je vais maintenant vous apporter quelques témoignages sur ce que j'ai essayé de mettre en place, moi, suite aux aléas climatiques qui m'ont touché cette année. Donc, globalement, je garde une communication objective sur la réalité de ce qui s'est passé, car pour moi, on ne peut pas communiquer positivement en dissimulant. Donc, je suis toujours objectif sans être dans une communication non plus qui serait anxiogène. Et puis, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est qu'il faut être proactif dans cette communication, notamment par les réseaux sociaux. Alors moi, je ne m'en occupe pas, mais j'ai un fils qui est assez branché là-dessus. Donc, dès le départ, on a mis quelques photos. Et je trouve que ça apporte l'empathie des lecteurs et des clients. Et en fait... pour le moral du vigneron, c'est aussi du réconfort. Donc c'est plutôt bien. Ça ne remet pas de raisin dans les vignes, mais ça vous aide à garder le moral. Alors, sinon, les clients me disent ça va être une année compliquée financièrement pour vous. Oui, ça va être une année qui peut être compliquée, mais bon, je les rassure en disant que mes vignes sont assurées contre les aléas climatiques. Et du coup, ça permet, comme l'a dit Cécile, ça permet de rebondir pour l'année prochaine. Autre question, est-ce que vous aurez assez de vin ? Ça, c'est chaque fois que j'ai un client, est-ce que vous aurez assez de vin l'année prochaine ? Les clients sont inquiets qu'on ne puisse pas forcément les fournir. Donc là, c'est pareil, toujours pas de chiffres. Je reste dans le qualitatif, mais pas dans le quantitatif. Alors, moi, voilà, je dis attendons que la récolte soit là pour voir vraiment ce qu'il y aura. Et puis ça vient d'être paru. On va pouvoir acheter théoriquement de la vendange à d'autres collègues, sauf que cette année, c'est un exercice très compliqué, étant donné que tout le monde a pratiquement pris le gel. Donc voilà, c'est un exercice compliqué, mais voilà, on peut le faire. Il y a quelques vignerons moi j'ai trouvé des vignerons qui jouent la solidarité, donc ça c'est plutôt un élément positif. C'est pareil, quand on communique positivement avec eux, finalement ils se sentent l'envie de vous aider un peu.
Voilà. Et puis pour les clients les plus fidèles, bah, je leur dis vous serez servis les premiers, parce que voilà, vous faites partie de mes anciens clients et on prendra peut-être pas de nouveaux, mais les anciens seront servis en priorité. Autre remarque, votre vin va être plus cher. Ça, ça revient tout le temps aussi. Alors, mais, certainement que le vin va être un peu plus cher, mais bon, on reste dans des proportions raisonnables. Et puis finalement, quand vous leur montrez des photos des vignes et de ce qui s'est passé, ben, finalement, ils acceptent cette augmentation, bien entendu, si elle est dans des proportions qui sont convenables. Et puis, du côté vigneron, ben, la revalorisation tarifaire, elle aide aussi à voir l'avenir bien plus sereinement. Alors c'est pareil, voilà, on communique, ce que je leur dis, c'est que ça va permettre de couvrir les charges, là on parle même plus de bénéfices. Et puis, comme ça a été dit dans le PowerPoint avant, il y a la partie message et il y a la partie comportement, attitude. Et donc je garde toujours une communication non verbale positive, donc c'est-à-dire c'est toujours avoir une bonne posture, garder le sourire, donner envie d'en savoir plus sur son métier, les produits. Ça permet aussi de changer de sujet et de ne pas toujours être dans le sujet de la perte de récolte. Et d'une façon générale, je communique positivement sur mon métier. J'explique aussi pourquoi j'ai fait le choix de ce métier. Et voilà, et quand on leur explique qu'on a reçu et qu'on veut transmettre un patrimoine, ça les interpelle. Et puis aussi, on a la chance de faire un produit qui a une valeur culturelle, avec une notion de partage et de convivialité. Et ça les touche beaucoup aussi. Et c'est ce qui fait notre différence avec un achat en grande surface. Alors aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'à ce sujet, il faut aussi s'interroger pourquoi un certain nombre d'enfants de vitis ne reprennent pas la suite de leurs parents. Moi, dans ma jeunesse, j'ai entendu des vitis toujours se plaindre de leur travail. Ils travaillaient beaucoup, ils ne gagnaient pas suffisamment. Et ben, quand des enfants, ils ont entendu ça jusqu'à l'âge de 15 ans, l'âge de faire des études, ben, croyez-moi qu'ils se sauvent en courant et ils n'ont aucune envie de reprendre l'exploitation. Donc voilà, il faut, je pense que vis-à-vis de nos enfants, bon, on est plus, il y a peut-être quelques jeunes vignerons ici, mais même s'il y a des soucis, il faut pas trop, il faut être toujours dans la réalité, mais pas dans l'anxiété. Sinon, je communique aussi sur le fait, ça c'est un plus, une reprise familiale. Ça c'est quelque chose qui est très positif quand on croise les clients, et c'est assez puissant en termes de communication. Ça veut dire qu'on a été capable de transmettre une envie, une motivation, sans pour autant pousser, parce que j'insiste sur le terme pousser, le fils ou la fille à reprendre. Je pense que si on a mis en valeur notre métier, les enfants reprennent plutôt facilement les rênes d'une exploitation et avec envie. Donc voilà quelques petites choses que j'ai mises en place. Et pour conclure, je dirais que la communication positive, c'est avant tout parler avec ses mots et ses convictions sur le fond. On n'est pas là pour être un acteur et prendre des paroles chez quelqu'un d'autre. Il faut qu'on soit sincère. Et quant à la forme, eh ben ça va me permettre de conclure sur ce que vient de dire Cécile. Ça, on peut l'acquérir ou l'améliorer. Il y a de très bonnes formations pour ça. Et donc, vous voyez qu'on termine en raccord avec Cécile. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ces formations. Et voilà, dire que, en fait, communiquer positivement, il faut que ça devienne un réflexe pour tous. Je vous remercie. Et puis, s'il y a des questions, écoutez, avec Cécile, on est prêt à y répondre. Oui, donc...